Bonjour, je tente un nouveau format à travers cette vidéo. Certains parmi vous se rappellent peut-être d'une newsletter que je publiais les vendredis après-midi, Collapse ou pas Collapse, qui réalisait une veille des articles de presse suggérant que le monde aille dans un sens plutôt collapse ou plutôt pas collapse. Je fais un format différent ici, sous forme de conférences que je donne à droite à gauche sur une variété de sujets et que je représente ici sur des problématiques mondiales diverses et variées. En l'occurrence ici, la démographie mondiale, 8 milliards, sommes-nous entre guillemets trop nombreux? Question sensible et qu'il convient pour le moins de nuancer. Vous pouvez suivre l'ensemble de mes contenus sur planb.info. J'ai réalisé ce travail de création de contenu sans rien demander financièrement parlant pendant 3 ans. Depuis quelque temps, j'essaie modestement de me rémunérer pour cela. J'explique tout cela sur ma page Tipeee. Merci beaucoup à ceux qui ont contribué. Il reste encore un petit peu de chemin à faire pour atteindre mon humble objectif. Sans plus tarder, un graphique qui fait peur, ma foi. Oh mon Dieu, panique, depuis 100 ans, la population mondiale explose. Population mondiale, concept vague, comme nous allons en reparler. Et cette croissance semble hors de contrôle. Depuis une quarantaine d'années, on voit se rajouter environ 1 milliard d'habitants tous les 10 ans. À ce rythme-là, on sera, je ne sais pas, à 16 milliards, hein, c'est ça, 16 milliards d'ici 2100, 26 milliards d'ici 2200, c'est totalement intenable. Il y aura 3 milliards d'Indiens, il y aura 700 millions de Pakistanais, 500 millions de Nigérians, 600 millions d'Américains, ça va être la guerre, la famine, la maladie, le cannibalisme ou encore que sais-je, on est foutu. Alors, pas si vite, puisque certaines données viennent relancer un peu le suspense. Alors, certes, la population mondiale s'accroît, mais depuis environ 1960, elle augmente de moins en moins rapidement, c'est-à-dire que le taux de croissance annuel de la population mondiale, concept à nouveau discutable, j'y reviendrai. Le taux de croissance de la population mondiale diminue, il est aujourd'hui d'un peu plus de 1% par an et en toute vraisemblance, il va continuer à diminuer, ce qui va faire qu'à un moment, la croissance va infléchir, puis la population se stabiliserait avant de décroître. Sur cette projection-là, on ne voit pas encore de diminution de la population mondiale à horizon 2100. Cependant, dans d'autres cas, eh bien c'est le cas. Enfin, dans d'autres projections, c'est le cas. On va le voir tout de suite. Diverses projections des Nations Unies sur la population mondiale à 2050 puis 2100. On voit que voilà, on n'a pas de boule de cristal et c'est un exercice pour le moins hasardeux où beaucoup se sont trompés par le passé à faire des projections. Donc on parle d'un intervalle des possibles. Ce que les démographes appellent le pic démographique mondial pourrait survenir dès ce siècle, c'est-à-dire le moment où la population se stabilise puis diminue. Ce pic démographique dans une variante basse, donc c'est le scénario en orange, pourrait survenir dès les années 2050-2060, avant que la population mondiale ne diminue jusqu'à atteindre environ 7 milliards en 2100. Alors, à quoi est-ce dû? Eh bien, une raison majeure est la chute brutale, qui en surprend plus d'un, la chute brutale de la fécondité. Alors, c'est déjà le cas depuis un moment en Europe, c'est aussi le cas en Asie, y compris dans des pays très peuplés où la surpopulation à une époque faisait peur. Je veux parler de l'Inde, du Bangladesh et même du Pakistan. L'Inde et le Bangladesh atteignent maintenant, et peu le savent, peu connaissent ce fait, atteignent maintenant un taux de fécondité d'environ 2 enfants par femme, donc à peine plus élevé qu'en France. Et cela ne montre pas de signe de, pas de plafonnement, l'inverse, bon, d'atteindre un plancher, c'est-à-dire que ce taux de fécondité continue d'être orienté à la baisse et pourrait passer en dessous de 2, se rapprocher de niveaux tels que ceux de la Chine. Hein. Donc c'est un phénomène extrêmement important qui explique les projections que nous venons de voir. À quoi est-ce dû? Eh bien, un facteur majeur est l'émancipation des femmes et des hommes. Donc, une fois qu'on arrête d'expliquer aux femmes qu'elles ne sont que bonnes à rester à la cuisine et faire des enfants, eh bien voilà, elles font moins d'enfants. L'accès aux contraceptifs, facteur absolument clé. L'éducation, l'alphabétisation des hommes et des femmes. L'urbanisation,
La vie en ville engendre une fécondité moindre qu'à la campagne. Une raison, par exemple, c'est que la vie à la campagne, eh bien, il y a besoin de bras. Les enfants sont vus comme une richesse, surtout lorsque l'agriculture n'est pas encore mécanisée. La vie est peut-être plus traditionnelle aussi, que sais-je. Plein de raisons qui font qu'en général, avec l'urbanisation, on voit les taux de fécondité baisser. Alors, il y a développement économique à la fois et difficulté économique qui expliquent ce phénomène. Donc, avec le développement économique qui vient aussi en quelque sorte avec l'urbanisation, les gens font moins d'enfants. Cependant, on peut aussi, certes, développement économique, donc on sort de l'extrême pauvreté. Or, il faut assumer les charges des enfants. La précarité économique peut expliquer à limiter son nombre d'enfants, voire à renoncer d'en avoir. D'autres formes de difficultés économiques aussi peuvent être alors sans forcément avoir du mal à boucler les fins de mois, mais les carrières très prenantes des hommes et des femmes, notamment en Asie, où à Hong Kong on est à un taux de fécondité en dessous de 1, en Corée du Sud également. Cela s'explique par plein de facteurs, mais voilà, des carrières très prenantes, des services publics type crèche qui ne sont pas forcément satisfaisants, etc. Un dernier facteur qui semble émerger, même si c'est un petit peu difficile à quantifier, la peur de l'avenir. Donc certains jeunes avancent cela comme raison de ne pas faire des enfants, mais quelle folie serait-ce de mettre des enfants dans ce monde-là. Alors, dans tout ça, on n'a pas cité les effets de politiques répressives telles que l'enfant unique en Chine à partir de 1979, les stérilisations forcées en Inde, il me semble, dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, j'en ai pas parlé car leur efficacité réelle est pour le moins contestable, en plus du fait que ces pratiques soient pour le moins éthiquement discutables. Alors, sans m'attarder, mais effectivement, si on prend l'exemple de la politique de l'enfant unique en Chine à partir de 1979. Vous voyez sur le graphique en haut à gauche que la fécondité baisse assez peu. Hein, vous le voyez bien, c'est la courbe verte. Hein. Elle baisse assez peu. Cette fécondité baisse surtout à partir de 1970, lors de l'instauration d'un système beaucoup moins répressif avec la politique de limitation à 2 enfants. À la suite de quoi on voit le taux de fécondité chinois baisser d'environ 6 enfants par femme à proche de 2. Alors attention à nouveau à pas trop mélanger les choses, à pas abuser d'identification de relations de cause à effet, lorsque à telle date survient tel événement et à la suite on observe tel phénomène. Bon, ça peut être multifactoriel et dans le cas de la Chine, alors certes, la politique de limitation à 2 enfants a eu des effets, mais n'explique peut-être pas entièrement la tendance. Ça va être très difficile d'attribuer le juste poids aux autres causes, mais quid du développement économique en Chine, quid de l'émancipation des femmes et des hommes, quid de l'éducation, de l'accès aux contraceptifs, de l'urbanisation, qui ont également eu des effets à la baisse sur la fécondité, et ce depuis une cinquantaine d'années. Donc, voilà, la conclusion, bonne nouvelle. Non seulement on peut réguler la démographie par des moyens tout à fait éthiques, mais en plus, les moyens non éthiques ne sont même pas efficaces, en plus de ne pas être souhaitables. Alors, un découpage par région d'une autre projection, celle du Wittgenstein Center, qui, elle, atterrit à environ 9 milliards d'habitants en 2100, après un plafonnement autour de 2060. À nouveau, c'est très difficile de prédire à 80 ans. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, confirmation sur ce qu'on disait sur l'Asie. La population ailleurs qu'en Asie, en Afrique, plafonne. Et même en Afrique, on observe une inflexion et un début de plafonnement à peu près en 2100, on va dire, et une population d'Afrique qui atteindrait environ 3 milliards d'habitants, ce qui peut éventuellement répondre à certaines peurs d'une population hors de contrôle qui explose là aussi. Alors, maintenant, relativisons tous ces concepts qu'on a eu de 8 milliards, trop nombreux, qu'est-ce que ça veut dire, la population mondiale, etc. Bon, trop nombreux où, trop nombreux pourquoi exactement, de quoi parle-t-on? Un élément à prendre en compte est, par exemple, parmi beaucoup d'autres, la densité de la population qui est très inégale selon les régions.
l'Europe et certaines parties de l'Asie sont déjà très densément peuplées, alors que d'autres régions du monde restent très peu densément peuplées. En quelque sorte, l'Afrique pourrait regarder vers le nord, regarder cette carte et dire « Ouh là là là, les Européens, ils sont beaucoup trop nombreux ». C'est quoi cette péninsule au fin fond de l'Eurasie qui surconsomme des ressources et qui est beaucoup trop densément peuplée et qui en plus n'a pas de ressources naturelles sous ses pieds et en importe de partout dans le monde. Mais voilà, bon bref, pour qui se prennent-ils? Je ne pense pas que beaucoup d'Africains disent ça. Pourtant, le propos inverse venant d'Europe vis-à-vis de l'Afrique, il existe. Parenthèse refermée, donc il y a une question de densité et effectivement l'Asie du Sud, l'Inde a souvent fait peur à cet égard, à être à la fois très peuplée et densément peuplée. On le voit à droite, l'Inde est un exportateur de céréales, donc riz et blé, un des 10 plus gros exportateurs mondiaux de céréales d'ailleurs. Ça peut en étonner plus d'un si certains, bon, disons des néo-malthusiens, sans trop être péjoratif, mais bon, quand même, certains années 60-70 avaient très très peur d'un pays comme l'Inde, peur de sa surpopulation, en se disant, oh mon Dieu, à l'époque ils étaient, je sais pas, 400 millions, je pense, en Inde. Oh mon Dieu, ils sont 400 millions. Oh mon Dieu, leur taux de fécondité est très très élevé. Ça va péter, ils vont mourir de faim, etc. etc. Bon, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ils seraient surpris aujourd'hui de voir ce qu'il en est advenu. La population de l'Inde a été multipliée par plus de 3 et l'Inde est devenue un des plus grands exportateurs de céréales au monde. Alors, tout n'est pas rose. D'après les Nations Unies, environ 200 millions de personnes demeurent sous-alimentées en Inde, dont plus de 40% des enfants. Donc, il subsiste des problèmes. Même si le taux de sous-alimentation, le taux de malnutrition a diminué, le nombre de personnes mal nourries, je ne sais pas s'il a augmenté ou resté stable, mais il reste en tout cas important. Bon. Ce n'est pas tant un problème de pas assez de nourriture et trop de monde, c'est plutôt un problème d'inégalité sociale, d'infrastructure, de distribution. Je ne suis pas sûr. Enfin, est-ce que le taux de malnutrition serait moins élevé si la population indienne n'avait pas autant augmenté? Peut-être que oui, peut-être que non. On voit bien avec tout ce que je viens de dire que c'est potentiellement plus complexe que ça, juste un nombre de personnes et une quantité de nourriture. Donc, qui sait? Mais en tout cas, on a la situation qu'on a. Il ne s'agit pas de tuer des gens pour faire de la place. Il s'agit de gérer ce qu'on a. Donc là, parmi les solutions, c'est la résorption des inégalités socio-économiques, le développement d'infrastructures de distribution de la nourriture. C'est donc à ce niveau-là que ça pêche. Autre thématique sur trop nombreux, pourquoi exactement? Bon bah oui, on peut trouver des raisons pour lesquelles on est trop nombreux. La saturation des infrastructures, et c'est loin de n'être qu'un problème de pays en voie de développement. Voilà, la ville de Los Angeles est trop nombreuse par rapport à ses infrastructures de transport, ce qui crée des embouteillages. En bas à gauche, les Franciliens, donc la région parisienne, on est trop nombreux par rapport à la capacité du RER B ou du boulevard périphérique. Bon. À droite, bon bah oui, alors il y a une croissance démographique urbaine un peu hors de contrôle dans certaines villes de pays en voie de développement. Ici, ce sont des photos de Lagos au Nigeria. La croissance de la population de la ville a été beaucoup plus rapide que ce qu'ont dû absorber des villes comme, disons, Paris, ce qui pose des questions de salubrité, de capacité des services d'assainissement et de traitement des déchets à suivre la croissance démographique, et donc des bidonvilles se constituaient. En bas à droite, on voit d'ailleurs un bidonville entre guillemets flottant dans les alentours de Lagos, qui se construit de manière assez anarchique. Donc de ce point de vue-là, on peut dire effectivement à Lagos, la population est trop nombreuse. Est-ce cependant une fatalité? Voilà, il y a eu des problèmes semblables de salubrité au 19e, début 20e siècle dans des villes occidentales qu'on a fini par résorber. Je ne dis pas que ce sera forcément le cas dans une ville comme Lagos, mais je voudrais sortir de l'idée comme quoi ce serait une fatalité. Qui est trop nombreux? Trop nombreux pourquoi exactement? Eh bien, par exemple, les pays industrialisés sont trop nombreux par rapport à leur consommation d'énergie et leurs émissions de CO2. Donc, de ce point de vue-là, ils sont trop nombreux. Et l'Afrique n'est pas du tout trop nombreuse. Ça doit paraître évident.
Ce que montre le graphique de gauche, c'est que les pays riches, donc là on a Canada, États-Unis, Australie, alors j'ai hésité à mettre ces 3 premiers parce que ça écrase tous les pays africains, mais bon, de toute façon, la consommation des pays africains est tellement faible que même en zoomant, en supprimant le top 3, ça reste, enfin, on verra pas grand-chose de plus. Bref, Japon, Union européenne, tout ça est plusieurs ordres de grandeur supérieurs à la consommation de tous ces pays d'Afrique subsaharienne. Et aussi, ces tendances sont assez stables, donc c'est un peu un drame, c'est-à-dire les pays industrialisés ne font pas masse d'efforts pour réduire leur consommation d'énergie et donc leur contribution à l'épuisement des ressources en énergie, pétrole, gaz, charbon qui constituent le gros de cette consommation d'énergie. Donc là, on n'a pas la décomposition avec nucléaire, renouvelable, etc. Mais bon, c'est l'idée. Les pays industrialisés ne font pas tant d'efforts que ça, un petit peu, mais loin d'être suffisants, notamment en termes climatiques et même en termes de juste répartition des ressources énergétiques. Tandis que les pays d'Afrique eux-mêmes restent englués dans une pauvreté énergétique importante. Pour donner un ordre de grandeur, l'Africain moyen en Afrique subsaharienne consomme à peu près autant d'électricité chaque année qu'un frigo. Donc voilà, je crois que ça peut calmer. À droite, ce qu'on voit, c'est la contribution historique à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, où là, eh bien, pareil, c'est de loin les pays occidentaux qui sont les plus forts contributeurs. Alors, on peut dire c'est un petit peu injuste, ça prend tout ce qui venait avant 1990, où la science, où la climatologie n'était pas aussi mûre. Même en 1990, le GIEC n'était pas 100% sûr, etc. etc. Et c'est juste. Mais quand même, effectivement, si on tenait compte que depuis 1990, on verrait les choses un petit peu se rééquilibrer au désavantage d'ailleurs de la Chine et à un degré moindre de l'Inde. Voilà, la Chine n'est pas en reste, même si on voit ici en absolu pas rapporté à la population, mais on ne peut pas tout montrer en un seul graphique. Et de toute façon, la Chine va rapidement rattraper son retard. Elle pèse aujourd'hui pour environ un quart, je pense, si ce n'est bientôt 30% des émissions de CO2 mondiales, et va progressivement, sa contribution historique de 13% qu'on voit là, elle va progressivement tendre vers 20%, peut-être 25%. Bref, l'idée est là, et surtout l'idée est que, à nouveau, en Afrique subsaharienne, c'est 3% des émissions mondiales de CO2 historiques. Voilà. En d'autres termes, l'Afrique pourrait être 3 fois plus nombreuse sans que cela n'ait réellement d'effet sur le climat. Alors, on vient de parler de CO2, c'est un petit peu la même chose pour les matériaux, c'est-à-dire ce sont deux indicateurs environnementaux très liés au niveau de richesse. Donc, plus on est dans les grandes lignes, plus on est riche, plus on émet du CO2 et on consomme des matériaux. C'est moins vrai, voire beaucoup moins vrai pour d'autres indicateurs environnementaux qui sont davantage liés à la taille de la population. Pas que, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. Alors bon, entrons ici dans un extrait de l'excellent livre d'Emmanuel Dupont, « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Réponse, pas vraiment, sauf si tel est votre choix personnel, pour la faire très très courte. Et pour plonger davantage dans le propos et dans le contenu du livre d'Emmanuel Dupont, je vous invite à aller regarder une interview que j'ai faite de lui sur ma chaîne Plan B, et bien sûr à acheter son livre où il y a beaucoup de détails pour vraiment faire un bon tour de ce sujet de manière accessible. Alors, que dit ce passage? Eh bien, il dit sur le CO2 et les matériaux, ce que je viens à peu près de vous expliquer, et aussi les pays, alors pays en cours de transition, il faut comprendre là des pays avec un taux de fécondité assez élevé, des pays en voie de développement qui ont un taux de fécondité élevé, qui parfois sont en voie de le diminuer, et parfois dont le taux de fécondité est stable, encore certains pays d'Afrique subsaharienne qui restent à des niveaux durables, enfin chroniquement élevés. Alors, ces pays représentent 20% de la population mondiale, mais seulement 3,5% des émissions de CO2. Le même calcul sur d'autres indicateurs d'empreinte écologique donne, pour ces 20% de la population mondiale, 17% de l'empreinte biodiversité, 16% de l'empreinte écologique sans CO2, 18% de l'empreinte eau. Donc c'est en quelque sorte quasiment leur juste part, 20% de la population mondiale et près de 20% des indicateurs environnementaux que sont l'empreinte biodiversité, empreinte écologique, empreinte eau. Ce sont des indicateurs que calcule le Global Footprint Network. Vous pouvez faire vos propres recherches.
Voilà, donc on voit là, alors ce n'est pas qu'une question de l'empreinte biodiversité ou l'empreinte eau qui est proportionnelle à la population, c'est pas aussi simple, c'est aussi une question de plus ou moins bonne ou mauvaise gestion, donc ne pas se laisser tromper par de grosses valeurs très moyennées et très globales qui masquent certaines réalités. Tout cela est bien plus complexe. Alors, au rayon des bonnes nouvelles, la population mondiale, à nouveau, concept à prendre avec beaucoup de pincettes au regard de tout ce que je viens de dire. Il y a plein de populations, pas juste une population mondiale. Mais mettons, alors, si on veut raisonner sur des grosses valeurs moyennes et globales, cette population mondiale a été multipliée par 2,7 depuis 1960, alors que l'usage des sols pour l'agriculture n'a augmenté que de 11%. Donc on le voit là sur ce graphique issu vous avez la source en bas, c'est Our World in Data, History Database of the Global Environment. Bon, c'est des données assez solides. Depuis 1960, on voit bien que l'utilisation des terres agricoles a significativement ralenti, pas plafonné, mais beaucoup ralenti. Elle a continué à augmenter un petit peu en Afrique, un petit peu en Chine, un petit peu dans le reste de l'Asie, mais globalement dans le monde elle est plutôt stable. Elle a même un petit peu diminué si on prend Europe hors Russie, États-Unis, Canada et Amérique latine. Donc si on va jusqu'à l'empilement, la pile Amérique latine, qu'on part de 1960 et qu'on va jusqu'à aujourd'hui, on voit que cet ensemble a légèrement diminué dans l'utilisation de terres agricoles. Alors Amérique latine, Brésil exclu. Donc on voit qu'après, une fois qu'on rajoute le Brésil, là on commence à augmenter l'utilisation de terres agricoles pour des raisons que vous imaginez bien, la déforestation de l'Amazonie notamment du fait de l'élevage. Donc voilà, écoutez, la population mondiale a augmenté fortement et grâce évidemment à la hausse des rendements, on a pu pas mal limiter la hausse d'usage des sols. Donc ça c'est un acquis à prendre en compte. Alors, au rayon des moins bonnes nouvelles, même si c'est pas encore l'apocalypse, attention, les rendements céréaliers commencent à infléchir, voire à certains égards stagner si l'on regarde certaines régions du globe, donc par exemple l'Europe, et sur certaines périodes. Donc par exemple en Europe, les rendements de céréales depuis on va dire une dizaine d'années stagnent, les rendements de blé en France, il me semble, stagnent depuis une vingtaine d'années. Et on peut imaginer qu'on ira guère au-delà de rendements type 8 tonnes à l'hectare ou grand maximum 10 tonnes à l'hectare dans les Hauts-de-France. Voilà, qu'à un moment il y a aussi des limites physiques à la hausse des rendements céréaliers. Pour d'autres raisons, les rendements en Afrique sont assez stagnants. Donc bon, il y a encore du potentiel physique pour faire davantage, mais on voit que, voilà, à échelle mondiale, ça infléchit. Tôt ou tard, ça va stagner, on espère pas trop décroître. Mais alors, il y a des facteurs environnementaux qui exercent une pression à la baisse sur les rendements. Le changement climatique, évidemment, donc les événements climatiques extrêmes, canicules, sécheresses, inondations. L'élévation du niveau des mers. J'ai fait un post récemment à ce sujet qui renvoie vers 4 articles pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc delta du Mékong, delta du Niger, delta du Nil, qu'il y avait un 4e delta qui ne me revient pas là tout de suite. Niger, Mékong, Nil, tant pis, bon, ça me reviendra peut-être. En tout cas, ces zones delta X ont souvent... delta du Gange, voilà, notamment au Bangladesh. Donc, 4 zones delta X parmi d'autres qui voient déjà la mer s'élever. Quand bien même les terres agricoles ne sont pas submergées, elles peuvent être salinisées, ce qui n'est pas bon pour les rendements, hélas. Alors il y a des leviers d'adaptation, la salinisation des sols, notamment en modifiant les types de cultures, mais voilà, c'est un peu une course contre la montre. Tout cela pour dire, si ces zones deltaïques ont été habitées et cultivées, c'est parce qu'elles présentent de bonnes terres. Donc voilà, on parle ici de greniers régionaux importants. Le delta du Nil nourrit, je pense, une bonne centaine de millions de personnes, des choses comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain tout va passer sous l'eau, mais c'est un stress important sur les rendements agricoles.
Autre facteur, la disponibilité de l'eau. Donc avec ou sans changement climatique, il y a un stress hydrique croissant. Il se trouve qu'il y a du changement climatique qui s'accélère, mais même sans ça, la surexploitation des ressources en eau entraîne un stress sur leur disponibilité. Troisièmement, la dégradation des sols. Donc ça, vous trouverez énormément de données dans les études de la FAO, dégradation sous l'effet de l'érosion des sols en lien avec des pratiques agricoles type le labour excessif, la salinisation, la pollution, etc. Et enfin, en lien avec la crise énergétique actuelle, mais pas que, mais une menace en termes de disponibilité de l'énergie utiles à l'agriculture et des intrants dérivés du pétrole et du gaz, engrais, produits phytosanitaires. Donc voilà, les crises liées au pétrole et au gaz exercent une pression sur l'agriculture qui n'est pas encore prête à l'après-pétrole. Elle n'est pas prête pour l'après-pétrole. Il n'y a pas 100% de fatalité à tout ça, ça va être dur, mais il n'y a pas que des fatalités, il y a des leviers d'action, des aménagements possibles. Limiter les gaspillages, limiter la part de la production végétale qui sert à l'alimentation des animaux. L'agroécologie est un levier pour restaurer la santé des sols sans trop perdre en rendement, un levier aussi pour l'adaptation au changement climatique, un levier aussi pour stocker l'eau dans le sol et préserver la ressource en eau. Bon bref, c'est un vrai levier maintenant largement admis dans la littérature scientifique. Autres leviers comme l'innovation variétale et autres développements technologiques qui nous permettront de faire face à ces défis. Je n'ai rien contre une technologie type voilà, agriculture de précision utilisant des capteurs, des drones ou que sais-je, si tant est que ce soit au service de l'humain et pas juste de la technologie pour de la technologie. Et on a des retours indiquant qu'effectivement, il y a des technologies type capteurs qui permettent d'optimiser l'utilisation de l'eau ou encore, que sais-je, des engrais. C'est déjà le cas, par exemple, aussi pour optimiser les passages des tracteurs de manière beaucoup plus précise. Allez, on avance. Malgré tout ce que je viens de dire, la faim dans le monde réaugmente. Voilà, cela a de quoi attrister. Et elle augmente de manière assez importante depuis 2014, mais aussi et surtout depuis 2019. Alors, pour le moment, c'est pour des raisons qui ne sont que partiellement liées aux pressions environnementales que je viens d'évoquer. Des instabilités politiques, de la corruption, des conflits comme malheureusement celui au Yémen, celui en Éthiopie ou encore au Sud-Soudan et en Somalie. Des crises économiques qui fragilisent, y compris des pays comme le Pérou, qui n'était pas en insécurité alimentaire de manière trop importante jusqu'à récemment, où ça commence à poindre. Des inégalités croissantes, on revient à ce point-là, des infrastructures insuffisantes, le coronavirus et les conséquences économiques et logistiques que ça a engendré, qui ne sont pas encore tout à fait résorbées, la crise énergétique actuelle, on l'a évoqué, la dégradation des sols, le changement climatique ont déjà des effets. Le changement climatique n'explique pas une part majeure de la tendance qu'on voit ici depuis 2014, mais on a des rapports comme quoi ça commence à peser. Et que cela ne va faire que malheureusement que s'amplifier, d'où l'idée de non seulement de s'adapter au changement climatique, mais évidemment faire au maximum pour le limiter. On finit, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà célébré les 50 ans du rapport au Club de Rome, également dit rapport Meadows. Alors j'ai passé une bonne part de cette présentation, de cet exposé à dire attention à la population mondiale, aux valeurs moyennes, aux valeurs globales, etc. Et là je suis en train de présenter ce type de données. Oui, alors l'équipe de données-là et Denis Meadows est bien au courant des limites de ce genre de raisonnement. Il faut le prendre pour un modèle stylisé, pour des simulations, et pas pour ce que ce n'est pas, c'est-à-dire des prédictions précises, à date précise, avec des variables précises qui vont qui vont raconter notre quotidien. D'ailleurs, c'est assez clairement dit, du moins moi j'ai lu l'édition des 30 ans, celle de 2002, peut-être que c'était également mentionné en 72, que ce rapport va être extrêmement peu pertinent en ce qui concerne votre quotidien. Donc voilà, faut pas... Alors, néanmoins, c'est pas pour autant qu'on ne peut en tirer aucun enseignement. Loin de là, une fois n'est pas coutume, je recommande vraiment de lire cette étude
ce rapport, nous avons l'édition 2002, alors je pense qu'il y en a une plus récente aussi, mais qui n'a pas été rédigée par les auteurs eux-mêmes, mais peu importe, lisez une édition récente, lisez celle de 72, bon ça donne des idées. C'est autre chose que juste en avoir entendu parler, avoir entendu des blogueurs ou des posts ou que sais-je à la télé. C'est vraiment très très différent, c'est une expérience extrêmement différente de vraiment plonger dedans, et il m'est difficile de vous le raconter comme ça en quelques minutes, et même si j'avais des heures et des heures, vraiment pour vous l'expliquer, le lire est très différent. En quelques mots, alors, quelques messages clés, il y a des limites sur Terre. Hein. Donc, on simule des grandes variables, population, production industrielle, nourriture, pollution, ressources naturelles. Alors, il y a des sous-variables et des liens entre les variables, les sous-variables, bref, c'est ça, c'est un modèle dynamique. La population est reliée à la production de nourriture, qui est reliée au capital industriel, qui est reliée à la pollution, qui est reliée à la ressource. Il y a des imbrications, des relations de cause à effet dans tous les sens. C'est un modèle assez complexe, mais en même temps qui peut être vulgarisé assez facilement, si tant est qu'on prend la peine de lire le livre. Alors que s'y passe-t-il? C'est que tôt ou tard, la croissance bute sur des limites. Si ce n'est pas la pollution, ce sont les ressources naturelles. Alors, on n'a pas une idée précise, on ne peut pas quantifier précisément les impacts de la pollution ou la quantité de ressources naturelles sur Terre. Donc, le modèle simule plein de variantes. Et bien maintenant, dans le BAU2, supposons qu'il y a 2 fois plus de ressources naturelles que dans le BAU, et voyons ce que ça donne. L'important n'est pas à nouveau la précision, c'est les grandes tendances, les grands messages, les enseignements qu'on peut en tirer, la forme des courbes. Voilà, l'idée étant, tôt ou tard, avec une croissance qui plus est exponentielle, on aura beau traiter une limite par de la technologie, par exemple de l'efficacité énergétique ou que sais-je, voire même complètement résoudre le problème des ressources naturelles, ce qui est complètement qui est physiquement impossible, mais mettons, tôt ou tard, on va buter sur une autre limite, et ce, peu de temps après, pas des siècles plus tard, mais quelques décennies plus tard. Hein. Les pas de temps sont importants en termes d'hypothèse aussi dans ce modèle. Et c'est là qu'on en vient, c'est que pour que les problèmes commencent à advenir, et je pense qu'on le sent bien déjà avec un sujet comme l'eau de nos jours et partout dans le monde, hein, les Nations Unies viennent de publier une étude à ce sujet sur l'eau, voilà, ça commence à coincer très sérieusement. Bref, donc ce qu'il se passe, c'est que tôt ou tard, on bute sur une limite, et les problèmes ne se manifestent pas à l'échelle de plusieurs siècles, c'est plutôt à l'échelle de ce siècle-ci. Alors est-ce que c'est 2030, est-ce que c'est 2070, est-ce que c'est 2100, est-ce que c'est 2120? Le modèle n'a pas forcément cette prétention-là. Mais dans les grands ordres de grandeur, dans les principaux ordres de grandeur, comme dirait l'autre, ça coince tôt ou tard. Il n'y a pas de fatalité cependant. Et là, ça peut sembler juste logique. Il faut être soit fou, soit économiste, comme dirait l'autre, pour ne pas le comprendre. C'est que la croissance, que ce soit démographique, matérielle ou énergétique, ne peut pas être infinie. Je ne sais pas si en France on peut être 70 millions, 120 millions, 200 millions, 300 millions. Le fait est que on ne peut pas croître à l'infini, de même pour notre consommation d'énergie ou de matière. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, il faut bien que tôt ou tard la population plafonne, qu'elle cesse de croître, éventuellement qu'elle diminue si on est, pour je ne sais quelle raison, trop nombreux sur je ne sais quel critère. C'est plus facile à dire qu'à faire depuis mon ordinateur, etc. J'en suis bien conscient, notamment en ce qui va concerner le vieillissement de la population. Donc on est en plein débat et plutôt conflit sur la réforme des retraites. Oui, le vieillissement de la population est un défi compliqué, et lorsque la population cesse de croître, c'est-à-dire que les taux de fécondité baissent, eh ben, il va y avoir plusieurs décennies pas évidentes à traverser, avec cette question de vieillissement démographique à gérer. Mais voilà, que voulez-vous? Voilà, le Japon a un petit peu d'avance sur nous sur ces choses-là et gère d'une certaine manière. Nous allons devoir gérer d'une manière ou d'une autre. Voilà, les politiques natalistes, déjà, les femmes ne sont pas de la chair à canon à financer des retraites. Donc, c'est pas une chose forcément très éthique de demander, limite planétaire ou non, de demander aux femmes de faire des enfants pour cotiser pour nos retraites. Bref, faut arrêter ça, que chacun fasse ce qu'il pense être bon. Voilà, écoutez, je m'arrête là, je suis à un peu plus d'une demi-heure, ce qui est au-delà de la limite que je m'étais fixée, qui était d'une demi-heure. J'espère que cela vous a plu, je ferai d'autres présentations sur d'autres thèmes sur lesquels je travaille en ce moment,
que ce soit en tant que consultant ou ou en tant que blogueur ou en tant que conférencier lorsqu'on me fait des demandes d'intervention. Prochainement, je parlerai peut-être d'eau, un sujet sur lequel j'interviens en ce moment. Merci d'avoir suivi, à bientôt.